Alors, nous sommes aujourd'hui en ligne avec Mademoiselle Étoile et Monsieur Fred, deux citoyens français qui ont participé à l'élection qui s'est déroulée dimanche dernier et qui ont émis des incidents à l'encontre, des documents d'incidence à l'encontre de Monsieur Nicolas Sarkozy, de son vrai nom Nicolas Sarkozy de Najib Boksa, contre sa présence à l'élection présidentielle. Donc je vais donner la parole à Mademoiselle Étoile qui se présentera pour vous. Mademoiselle Étoile, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en direct sur la radio La Voix d'Afrique. Est-ce que en quelques secondes vous pouvez vous présenter? Alors attendez parce que j'ai Mirella qui est en ligne. Donc oui, bonsoir. Ça va Mirella? Oui, j'ai eu quelques petites choses à régler avec les militants. D'accord. Qui ont difficulté à récupérer les documents sur le site. Voilà. D'accord. Nous avons des gens qui vont contester encore l'élection. D'accord. Vous allez bien? Oui, moi je vais très bien, merci. Donc on était en ligne avec Mademoiselle Étoile et Monsieur Fred. Donc j'allais laisser Mademoiselle Étoile se présenter, nous dire où elle se trouve, dans quelle ville elle se trouve, et continuer la même chose avec Monsieur Fred pour que les auditeurs puissent savoir de quoi il s'agit réellement. Mademoiselle Étoile, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie. Je m'appelle Étoile Marquis, je suis présidente de l'association Défense des droits de l'enfant, de la famille et du respect humain. Et ma principale activité est la lutte contre les sectes et la pédocriminalité. D'accord. Et donc, vous avez le dimanche eu à contester la présence de Nicolas Sarkozy aux dernières élections présidentielles. Bien sûr. D'accord. Je n'ai pas menti parce que j'estime que les politiques prennent un peu trop au piège. Nous sommes, d'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, égaux en droit. Je ne verrai pas pourquoi ces personnages s'autoriseraient des abus de droits, principalement. D'autant plus que ce sont nos salariés et qu'ils n'écoutent même pas la voix du peuple français. Très bien. Je vais passer la parole à Monsieur Fred. Monsieur Fred, bonsoir. 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 Berger à l'appareil. D'accord. Est-ce qu'en quelques secondes, vous pouvez nous donner un peu, pouvez nous faire une petite présentation de votre personne, s'il vous plaît? Sans aucun problème. D'abord, je vous remercie à votre radio de nous prendre en compte, ce qui est formidable. Vous êtes la Une bienvenue. radio qui nous permet de parler et d'être entendu, c'est encore mieux. Alors, je suis Frédéric Berger, président du parti politique Savoir Indépendante et rédacteur en chef et propriétaire du journal L'Écho des montagnes. Très bien. À ce double titre, en tant que responsable politique et rédacteur en chef, nous dénonçons avec force l'usurpation du sieur Nicolas Sarkozy de Najib Boksa. Je ne veux plus jamais entendre prononcer le nom de Nicolas Sarkozy qui n'existe pas. C'est Nicolas Sarkozy de Najib Boksa. Comme dans l'affaire Clearstream, son nom y figure tout à fait régulièrement. Et Dominique de Villepin a eu raison. Et c'est pour ça, Nicolas Sarkozy de Najib Boksa, dont aucune identité figure en tant que Nicolas Sarkozy sur aucune fiche d'identité de registre de mairie, il n'existe pas. Ce qui lui permet de détourner tout l'argent qu'il veut, d'où l'affaire de Clearstream. Alors, on va revenir. C'est un usurpateur de nom, donc ces bulletins de vote au nom de Nicolas Sarkozy n'existent pas. Alors, je vais revenir à Mademoiselle Étoile. Le dimanche, lors des élections présidentielles, quelle action concrète vous avez menée pour faire entendre cette vérité qu'on essaye de cacher à beaucoup de Français? À tous les Français. À beaucoup de Français. Mais on dira que vous avez découvert la vérité, donc on va dire beaucoup de Français. Au bureau de vote contesté la validité de la candidature du fameux Nicolas Sarkozy,
en expliquant et en montrant les papiers comme quoi ils n'existaient pas. De là, j'ai eu une opposition incroyable. D'ailleurs, c'était ubuesque. Il y avait un rapport de force entre donc la secrétaire qui n'a pas voulu se présenter, le président qui était inconnu, il n'a pas voulu se présenter non plus, de façon à entraver toute plainte contre eux. D'accord, donc vous êtes en train de nous dire que les personnes qui sont normalement censées diriger une élection et donc avoir l'autorité et l'aval de la mairie ou du ministère de l'Intérieur pour suivre les élections, lorsque vous les interrogez et vous leur demandez leurs identités, ils refusent de vous les fournir. Ceux qui se trouvent dans les bureaux de vote sont inconnus. Donc, il faut prospecter pour connaître leur nom. Et je n'ai pas réussi, par exemple, à connaître le nom de la secrétaire qui m'a agressé et qui dirigeait en lieu et place le bureau 57 d'Aix-en-Provence en lieu et place du président. D'accord. Mademoiselle Mirella, est-ce normal qu'une citoyenne qui rentre dans un bureau de vote pour accomplir son acte de citoyenneté demande aux personnes qui sont censées dire voter et tamponner sa carte d'électeur, est-ce normal que cette personne-là, en interrogeant les partis présents à cette élection, de décliner leur identité, se voit un refus et apparemment, d'après ce que dit Mademoiselle Étoile, se voit agressée contre sa pour avoir une non-réponse à sa demande. Est-ce normal? Est-ce qu'il n'y a pas des textes de loi qui régissent ces genres d'événements? Alors déjà, ça n'est pas normal puisqu'on lui viole tous ses droits constitutionnels. Hein. Et puis, ces gens-là ne sont pas idiots. Pourquoi ils ne déclinent pas leur nom? Pourquoi ils n'ont pas, comment dirais-je, ils ont essayé d'éluder la contestation? Ils savent bien qu'il y a des textes de loi qui existent et qui font que, si on donne leur nom, s'ils s'engagent dans les PV, ils risquent d'être embêtés sur le plan pénal, je veux dire. Hein. Donc non, ça n'est pas normal. Donc on peut dire qu'il y a complicité en fait. Bien sûr qu'il y a complicité. Je vous donne par exemple l'article 40 du Code de procédure pénale, qui a été modifié par la loi 2004-204 du 9 mars 2004, qui dit que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 41. Écoutez bien ça. Toute autorité constituée, tout officier politique ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Donc déjà, on a empêché Madame Étoile Marquet de faire sa contestation puisqu'elle n'a rien pu donner, elle n'a pas pu mettre opposition. Elle a été contrainte après par la suite de saisir le procureur. Je pense c'est à elle de vous en parler. Elle a envoyé déjà sa plainte. Et puis pour un autre, parce qu'on en a eu plusieurs qui ont fait des contestations, qui n'ont pas pu être disponibles ce soir. Bon, certains autres, le président du bureau n'a pas voulu signer l'attestation de, comment dirais-je, remise de pièces et de contestation. Bon voilà, alors ce sont des gens qui sont contraints de déposer plainte alors que de toute façon, les contestations pouvaient être faites auprès du président du bureau de vote. Qui plus est, certaines personnes ont demandé qu'on prévienne le procureur de la République et qu'on prévienne y compris le préfet. Qu'est-ce que c'est qui a été fait de tout ça? Alors après, nous allons avoir Fred qui va raconter son histoire. Oui, justement, nous allons faire la transition tout de suite parce que vous rentrez dans le... Mademoiselle Étoile, je reviendrai vers vous. Restez avec nous. Monsieur Fred, j'ai cru comprendre dans les différents mails que j'ai eus de Madame Carbonato, j'ai pu comprendre que vous aviez une équipe et vous vous êtes partagé le travail suivant les personnes qui allaient voter dans les bureaux de vote. Mettez-nous un peu au courant de ce qui s'est passé ce dimanche aussi. Vous avez la parole, Monsieur Fred. Oui. D'abord, je vous remercie encore une fois à votre radio, à vous-même, à vos auditrices et auditeurs, de nous donner la parole.
Je remercie Mirella pour son travail archi formidable. Sans ce travail, on n'aurait pu rien faire. La vérité n'aurait pas jailli. La lumière ne se serait pas faite. Ensuite, je remercie Étoile de son admirable combat qu'elle mène. Maintenant, nous, en Savoie, pour la lutte contre l'occupant français qui occupe illégalement le pays de Savoie, comme les Israéliens occupent la Palestine, nous avons mené des actions juridiques et politiques. Juridiques sur les bases des dossiers de Mirella. Ce dossier est béton, inattaquable. Il est parfait. Alors nous avons occupé 33 mairies. Nous avons demandé aux maires, à tous les maires, de saisir le procureur et de saisir le préfet de l'illégalité de cette élection, de supprimer les bulletins de vote de Nicolas Sarkozy, parce que son vrai nom c'est Nicolas Sarkozy de Najib Bouksa. Les maires, nous sommes allés uniquement dans les communes UMP. Volontairement, nous avons ciblé les communes. Bien sûr, l'accueil nous a été défavorable. Ils ont demandé qu'ils vont faire venir les gendarmes. Nous, on a dit oui, faites venir les gendarmes. Comme ça, ils pourront constater l'illégalité de l'élection. Ça a été une panique générale ce dimanche 22 avril dans toute la Savoie. Parce que la Savoie indépendante veut faire entendre sa parole. Les Français, l'occupation française est illégale. Nicolas Sarkozy de Najib Bouksa le sait très bien. Et c'est pour ça que nous avons demandé au préfet, aux maires, de retirer tous les bulletins de vote. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont jamais voulu signer des attestations d'irrégularité. Ils n'ont rien signé du tout. Pourtant, ils sont dépositaires de l'autorité publique. Un maire, d'après la loi, est le premier magistrat de sa commune. Il obéit à Claude Guéant, le ministre raciste qui chasse les Roms, etc., etc. Donc, nous avons affaire à une iniquité d'élection. C'est un parjure d'élection. La République française ne s'honore pas avec Nicolas Sarkozy de Najib Bouksa. Et c'est pour ça le dossier de Mirella est admirable car elle révèle la vérité. Et nous, en Savoie, nous n'avons qu'une hâte, c'est que les Français soient chassés, c'est que les irrégularités françaises soient constatées, et grâce au dossier de Mirella, nous pouvons avancer d'un pas pour rétablir l'État souverain de Savoie, qui est un État millénaire. Comme beaucoup, il y a eu le printemps arabe, il y aura le printemps savoisien. Les peuples arabes nous ont donné la voie à suivre. Nous la suivons. Et les sionistes tels que Nicolas Sarkozy de Najib Bouksa et de son compagnon François Hollande, c'est qui kiffent comme le parier, font le même combat. Ils sont dans l'irrégularité complète. Eva Joly, ce n'est pas son vrai nom. Marine Le Pen, ce n'est pas son vrai nom. Ils se présentent tous sous des prénoms pour mieux escroquer et échapper à la justice internationale. Alors voilà, les peuples africains sont plus courageux parce qu'ils se présentent sous leur vrai nom. Ah, c'est intéressant ce que vous dites parce que on se rend compte que vous êtes en Savoie, vous réclamez l'autonomie de la Savoie, le peuple français apparemment n'est pas au courant. Il y a une élection, vous allez contester la présence d'une personne qui veut briguer un mandat présidentiel à cette élection. On vous refuse on refuse de prendre votre contestation en compte. On déplace les gendarmes, on déplace le procureur qui refuse, on déplace le maire qui refuse. Donc, lorsque vous êtes dans cette situation, quelle image avez-vous de votre pays? Comment considérez-vous la France, qui est le pays, qui est censé être le pays des droits de l'homme, qui est le pays qui parcourt le monde entier pour donner des leçons aux autres, des leçons de démocratie et de bonne gouvernance? Comment voyez-vous? Je vais prendre mademoiselle Étoile d'abord, je reviens vers vous, monsieur Fred. Mademoiselle Étoile, comment voyez-vous ce pays, la France, le pays dans lequel vous vivez, où vous payez des impôts, vous contribuez à l'économie, comme tout bon citoyen français et non français? Quand vous avez ces personnes qui refusent de décliner leur identité, qui refusent de prendre en compte votre contestation, comment voyez-vous votre pays finalement? Est-ce que vous la voyez toujours comme le chantre de la démocratie?
Lorsque vous me parlez, j'ai eu une image. Au point de vue vision de la France. Donc je ne suis pas d'origine française, et par cela je suis vraiment beaucoup plus objective que certaines autres personnes qui sont françaises, qui trouvent leur pays merveilleux. Lorsque vous me parlez, j'ai vu la France comme le Sahara, et un Sahara où il n'y a que des mirages. C'est-à-dire qu'on vous donne l'illusion d'être en démocratie. D'ailleurs, ils sont toujours en train de parler de démocratie, et je vais donner un point de repère aux auditeurs. En France, lorsqu'ils parlent, les politiques qui sont sionistes et placés par les francs-maçons, ils ne sont pas élus, ils sont placés. Et bien, quand ils parlent de démocratie, je pourrais dire qu'ils donnent un tour de vie pour la dictature. Très bien. Donc, il y a beaucoup d'années, on m'a traité d'accumulatrice quand j'annexais les personnes en disant ils sont en train de placer une dictature. Jusqu'en 98, je l'ai dit. Et dernièrement, il y a une personne qui m'a intercepté, qui m'a dit ce que vous aviez raison. Vous voyez très bien. Parce que les gens se rendent compte qu'on est sous dictature. On est sous dictature et sous occupation. Comment? On est sous dictature et sous occupation depuis la Révolution française. Justement, parce qu'on donne l'illusion aux gens que les présidents, les conseillers, tout ce que vont faire les députés, les sénateurs, pas les sénateurs, non, les députés sont élus, alors que c'est rigoureusement faux. Dernièrement, le 29 septembre 2011, sur BFM TV, BFM TV, ouais, BFM TV. Voilà, qui a eu le courage de dire que si un politique, une personne qui voulait faire de la politique, n'était pas franc-maçon, ne pouvait pas faire de politique. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah oui. C'est une information. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une information aujourd'hui qui est dite par un média qu'on sait qui est derrière ce média, parce qu'il y a peu de temps de ça, il y a eu une émission sur France 5 que j'avais suivie, justement sur tout ce qui traînait derrière les francs-maçons, et cette question a été mise sur la table, et elle a été balayée de la main en disant qu'il n'y avait pas obligation d'être franc-maçon pour faire de la politique. Donc c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, il y a une rectification des dires. Je vais aller vers Monsieur Fred. Lorsque vous voyez, pour l'instant, la Savoie est toujours française. Lorsque vous êtes en Savoie et vous allez dans un bureau de vote et vous dites, voilà, je conteste la présence de ce monsieur qui s'appelle Nicolas Sarkozy, mais de son vrai nom, Nicolas Sarkozy de Najib Boksar, et je veux porter une contestation contre sa présence aux élections, et que vous voyez refuser, quelle image vous avez aujourd'hui présentement, parce qu'il y a un second tour qui va arriver bientôt, on va vous demander de jouer encore cette même comédie, d'aller voter. Quelle image vous avez concrètement aujourd'hui de la France? Est-ce que vous pensez que la France est toujours aussi bien placée pour être représentée à l'ONU avec un droit de veto, pour aller dire ce que les autres doivent faire dans les autres pays? Est-ce que vous vous sentez encore dans une fierté de représenter une idéologie et un exemple pour les autres? Parce que la France est censée être un exemple de pays où la démocratie règne pour les autres pays. Est-ce que vous vous sentez encore français, je dirais, au sens propre du terme? Bravo pour votre question. Toutes les réponses sont dans votre question. Vous êtes très fort. D'abord, la France, ce n'est pas la Savoie. La Savoie, ce n'est pas la France. La Savoie est occupée illégalement par le traité de Turin de 1860 qui est abrogé. Car le traité de Paris de 1947, en son article 2, stipule que tout traité non enregistré à l'ONU est abrogé. Le traité de 1860 dit de Turin n'a pas été enregistré. L'ONU et l'ensemble des pays africains nous suivent. J'ai à peu près 87 chefs d'État africains qui suivent, qui vont voter pour la résolution de l'indépendance de la Savoie. Heureusement que la voix de l'Afrique est là.
Heureusement que la voix de l'Afrique peut nous sauver de la dictature française. La France n'est pas un pays démocrate. La France, vous dites, veut donner des leçons à l'ONU, alors que nous avons un Sarkozy de Najib Boksa qui, avec ses avions, massacre des enfants libyens, avez-vous bien entendu, et qui est d'accord et qui se dit ami d'Israël, qui massacre les enfants de Palestine. Vous appelez ça de la démocratie? Non. L'Algérie a été colonisée en 1830, la Savoie en 1860. L'Algérie a réussi à se libérer. Nous réussirons, nous aussi, à nous libérer de la dictature et du despotisme franc-maçonnique français. Et c'est pour ça, Étoile a très bien expliqué la situation. Et j'adhère complètement à ce qu'elle a dit. Voilà. Donc la France n'a pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit. Attendez, Étoile. C'est le pays le plus despotique avec Israël qui existe sur la planète. Mademoiselle Étoile voulait rajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire également que j'ai assisté à une conférence une semaine après cette déclaration sur BFM? Oui. Une conférence en matière sectaire. Il y a un membre du Grand Orient qui a affirmé publiquement que les lois qui étaient votées, c'était celles que la franc-maçonnerie donnait aux députés et aux sénateurs. Tout à fait. Ouh là là. Ça a été repris dans une émission télévisée d'ailleurs. Il y a des vidéos sur ça sur Internet qui expliquent que ils contactent les copains qui sont au Parlement et ils leur refilent les textes. Oui, c'est ce qu'on appelle le lobbying des industriels. Bravo Mirella, très bien. Alors, bravo. Ce que tu dis, c'est formidable. Ton dossier est formidable. Tu es formidable. c'est gentil. Alors, écoutez, bien. Alors après, bien sûr que Étoile Marquet n'a pas pu faire enregistrer sa contestation. Et ce que je crois que Frédéric est assez humble parce qu'il n'a pas tout raconté de comment les choses se sont passées dans les 33 bureaux de vote. Mais j'aimerais bien qu'il raconte tout, mais il me raconte pas tout parce que j'ai lu les mails et je n'entends pas tout ce que je vois dans le mail. Allez-y, vous êtes dans ici la voix de la voix de l'Afrique, la radio La Voix d'Afrique, c'est la radio de la vérité. On ne cache pas la vérité. On n'est pas là pour arranger la vérité. On dit la vérité telle qu'elle se présente. Ça veut dire que les personnes qui parlent en vérité. Et ils n'ont aucun intérêt, on ne les paye pas. Et Madame Mirella pourra vous le dire, la première interview sur son dossier, nous l'avons prise, elle nous a demandé aucun centime, nous lui avons donné aucun centime. Ça a été fait, c'est un devoir citoyen et un devoir d'humanité. Donc vous êtes de vérité, donc vous êtes sur la radio de la vérité, la radio La Voix d'Afrique, la radio de la vérité, vous êtes en toute liberté, vous avez toute liberté de dire la vérité et n'ayez pas peur de la dire. Alors, il nous raconte un petit peu ce qu'il a fait avec 133 commandos, parce qu'il n'était pas tout seul. D'accord. Allez-y, donnez-nous des détails croustillants de ce dimanche 22 avril, c'est ça? Oui. Allez-y, donnez-nous les détails croustillants. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre commando? Bon, ça a été un peu organisé d'une manière... mon parti politique existe depuis maintenant 1992. Je me suis présenté contre Michel Barnier, qui est commissaire européen. D'accord. J'ai été condamné à 500 000 francs d'amende à l'époque pour voler mensonge. Ah oui, quand même. Il a troqué la Savoie. Oui. Ça fait 76 000 euros quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Dans une de ces communes, je cite Michel Barnier, et Hervé Guémard, qui est président du Conseil général, le ministre des 600 mètres carrés, qui a volé les Français, et qui continue de les voler, par l'argent des Savoyards, des sociétés pourries de Courchevel. Donc, j'ai ciblé 33 communes, UMP, Barnier, Guémard. Et j'en ai pris une de Tignes, par exemple, on va parler de Tignes, là-haut, dont le maire Saragoza vient d'être condamné, il a fait appel à quelques années de prison, à 50 000 euros d'amende pour vol, etc. De la prison ferme ou avec sursis? On voit ce que c'est comme bandit. Donc je me suis présenté dans cette commune de bandits. Excusez-moi, le maire de Tignes, il était condamné à de la prison ferme ou en sursis? Oui, prison ferme, oui. D'accord. À plusieurs années de prison ferme. Le maire Saragoza
pour détournement de biens, pour abus de biens sociaux, enfin, passons. Donc, je me suis rendu dans cette commune parce que c'est assez rigolo. Je voulais me confronter à ce maire pourri. UMP, symbole franc-maçonnique, satanique de Nicolas Sarkozy, de Najib Bokassa. Donc, on se pointe là-bas à 8h05. Je demande tout de suite de retirer les bulletins de vote. Au grand malheur, les bulletins de vote de Nicolas Sarkozy, bien sûr d'Eva Joly, de Marine Le Pen, mais restons sur Nicolas Sarkozy. Très bien. De Najib Bokassa. Le responsable du bureau de vote, j'appelle le maire qui arrive, je dis salut le prévenu en liberté, comment ça va vos 5 ans de prison là, vous allez les faire bientôt Raïto, je vous apporterai des oranges pourries sur mon mécanique. Donc retirez vos bulletins de vote de Nicolas Sarkozy, voici le dossier que j'ai donné de plusieurs dizaines de pages de Mirena. Je vous demande de signer cette attestation comme quoi les bulletins de vote de Nicolas Sarkozy de Najib Bokassa sont nuls parce qu'ils n'existent nulle part sur aucun état civil. Bon, la grande panique, il regarde les dossiers de Mirena qui sont constitués magnifiquement. Il téléphone au procureur. La procureuse qui vient, elle a quand même 2 heures de route à faire, c'est la montagne, en haut il neige. Bon, elle arrive. C'est une procureuse que j'ai déjà porté plainte contre elle pour avoir trompé la religion du tribunal à mon égard, parce que mon journal est attaqué par les sionistes pour racisme, parce que je défends la Palestine. Donc cette procureuse, aux ordres de Claude Guéant, du ministre de l'Intérieur, arrive, me voit, a failli tomber dans les pommes. Alors je lui dis d'aller se doucher dans le torrent, il faisait -5. Elle appelait les gendarmes, j'ai dit mais bien sûr, faites venir les gendarmes. Bon, c'est comique. Je me suis assis sur les billets de vote de Nicolas Sarkozy. Ah oui, quand même. Ah oui. Entre autres, comme j'ai une main qui est assez baladeuse, j'ai récupéré les bulletins que j'ai donnés à mes copains, et puis on a jeté les bulletins au vent, on les a jetés dehors. Non, il y avait plus de bulletins de Nicolas Sarkozy. Il y avait le maire paniqué, la procureure affolée. À ce moment-là, de l'autre côté de la montagne, le maire, parce qu'un autre commando, à pile poil, toujours à 8h05, s'est présenté, et il demande au secours au procureur de service de venir. Là, elle a 5 heures de route à faire, 2 heures pour redescendre, 3 heures pour monter de l'autre côté de la vallée. Donc, grande cruauté pour elle. Les maires paniqués, il n'y a que 40 gendarmes de service, il y a 33 communes, réparties sur des heures de route en région. Donc, on a fait ce qu'on a voulu. Les maires, aucun maire n'a voulu signer l'attestation d'irrégularité. Tous les maires ont téléphoné au préfet qui, lui, grande panique, n'a rien fait. Il a encaissé les coups, mais il n'a pas annulé l'élection, donc il est complice. Et comme dit à juste titre Mirella dans son article 40 du nouveau code de procédure pénale, ben, ils sont tous responsables et ils méritent tous la même condamnation prévue par l'article 2 de la loi de Titre en 2 sur passant du titre. Donc, ensuite, à la mairie, par exemple, après concomitant à mon action, le maître Bonnard, qui est le président, qui est avocat, qui est président du parti pour la Savoie, a occupé notre mairie. D'accord. Lui, il est juriste, mais là, il a fait une action politique pour la Savoie, en parlant de l'abrogation du traité de Turin. Donc, il a pris tous les bulletins de vote. Ils ont séquestré un petit peu le personnel, en disant que c'est eux qui vont faire le vote. Ils étaient tous habillés en savoyard, avec la brigade de Savoie. La gendarmerie qui arrive, 2 gendarmes affolés, qu'est-ce qui se passe? Le procureur qui était de l'autre côté de la montagne, qui savait plus où donner de la tête. Enfin, ça a été assez folklore. Oui, mais c'est un peu folklorique, effectivement. Maçonnique qu'a décrit Étoile et aussi, c'est-à-dire que le préfet, sur ordre de Claude Guéant, ils ont étouffé l'affaire comme si de rien n'était. Bon, je suis connu, savoir pour mon parti politique, Savoir Indépendante, et pour mon journal Écho des Montagnes, qui a été attaqué par Christine Lagarde, la patronne du FMI, pour racisme, parce que je défends la Palestine, entre autres. Donc j'ai fait appel de ce jugement, toujours pas de nouvelles, j'attends qu'on me convoque, on ne veut pas me convoquer, donc j'ai fait opposition. Voilà, la Savoie, elle n'a rien à faire avec la France, elle est souveraine depuis 1000 ans. L'histoire de 1860
à 2012 n'est qu'une parenthèse parce que la Savoie a toujours gardé sa souveraineté. Elle n'a été mise que entre parenthèses. Donc on mène un combat juridique grâce à Mirella qui dénonce la tricherie de la République française, franc-maçonnique, satanique, et en même temps, nous, en Savoie, on se saisit de ce combat pour clamer haut et fort, d'une part, coucou, nous ne sommes pas français, nous votons Savoie, mais nous adhérons au combat en tant que pays libre, souverain et légal, au combat de Mirella et d'Étoile et de vous. Comme vous dites à juste titre dans votre radio, la vérité, on ne peut parler que de la vérité. Un proverbe chez nous en montagne dit ceci, on ne peut pas parler autrement que la bouche nous a poussé. Alors il oublie de donner un détail quand même. Parce oui, dites-nous. Dites-nous. Il a été quand même convoqué le lendemain auprès du procureur et puis il va nous dire la suite. Ben, allez-y, alors vous avez rencontré le procureur, il vous a servi un café encore. Ça a été épique, donc je leur ai sorti, puisque ce sont des soi-disant juristes, je leur ai sorti, bon là, on va parler en droit pur maintenant. Le droit pur, qui est un vieux droit français, éliminer litis. Bon, ça veut dire qu'on a sorti des arguments éliminer litis, ça veut dire que avant toute chose, il faut qu'il tranche sur ce que l'on sort comme argument éliminer litis. Parce que la franc-maçonnerie française, c'est la France-Afrique. C'est les mêmes colonisateurs. Hein, donc nous sommes sur ce point d'accord. Donc éliminer litis, ces élections sont illégales en Savoie parce que la Savoie n'a rien à voir avec la France. L'élection présidentielle n'a rien à voir. Éliminer litis, abrogation du traité de Turin. Ensuite, éliminer litis, le dossier de Mirella, l'usurpation sur la loi de Frutilor en deux, du titre illégal de Nicolas Sarkozy de Nazi Boxan, qui se fait appeler Nicolas Sarkozy. Donc, avant toute chose, avant de continuer, le procureur, comme le préfet, comme toute autre personne fonctionnaire, j'appelle ça des fonctionnaires de France, doivent éliminer les litis, répondre à ces questions. Ils ne le font pas. Donc, ils retombent sur le coup de l'article 40 que cite justement Mirella. D'accord. Ils sont complices. Donc, ensuite, nous ferons nous-mêmes, en tant que servants indépendants, des actions aussi bien contre le procureur, contre le préfet, contre tous les maires UMP, bien sûr. UMP veut dire U comme union, M comme menteur, P comme professionnel. Union des menteurs professionnels. Donc, il y a une dictature sioniste, maçonnique, qui sont contre moi parce que je suis un goïm. Eux, ils sont anti-goïm, il faut bien le savoir. Je le dis très fort, ceci. Ils n'obéissent, que ce soit Sarko ou François Hollande, ils n'obéissent qu'à Tel Aviv et à la CIA qui est au nord de Tel Aviv. Donc nous sommes pris pieds et mains, la Savoie et la France, entre les mains de l'OTAN, qui est entre les mains de la CIA, qui est entre les mains de Tel Aviv. Merci Frédéric. Pas seulement, c'est l'Europe. Alors, résultat des courses, on a quand même accusé d'avoir mis entrave aux élections. Oui, entrave à l'élection présidentielle. Voilà, d'accord. Mais la question que je voulais poser, Mirella, la question que je voulais poser, lorsque vous avez un procureur qui refuse de prendre en compte vos contestations, mais au mieux vous convoque pour vous condamner à une entrave à une élection, le procureur étant celui qui est censé, on va dire, appliquer les textes de loi et vous donner raison ou tort, quelle possibilité, quel retournement nous avons la possibilité de faire contre ce procureur? Parce que s'il n'y a pas de loi, ça voudrait dire qu'on devrait être en révolution permanente. Tout à fait. Alors écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, on le sait que on n'a pas de constitution depuis Belle-Lurette, puisque la Déclaration des droits de l'homme et la première constitution de 1791 du roi Louis XVI prévoyait la séparation des pouvoirs de l'État, qui n'a jamais été appliquée. Et l'article 1 du Code civil aussi. Tout à fait. Alors, l'article 1 du Code civil, lui, il atteste carrément que nous sommes toujours en monarchie. C'est pas pareil, voilà.
Donc, aujourd'hui, tout le monde a reconnu, y compris la Cour européenne des droits de l'homme, que le parquet n'était pas indépendant. Ça veut dire quoi? S'il n'est pas indépendant, c'est qu'il est soumis au pouvoir exécutif politique. Et de fait, ce sont les procureurs sont mutés en Conseil des ministres sous proposition du garde des Sceaux. C'est le président de la République qui signe les décrets de nomination, etc. Aujourd'hui, sur la base de notre dossier, déjà, ce que pourrait faire Frédéric, dire à ce procureur, mais dites-moi, déjà regardez par qui elle a été mutée déjà. Si elle a été mutée à son poste à Tignes durant le règne frauduleux de Nicolas Sarkozy. Alors, et simplement faire ressortir qu'elle ne peut pas, d'abord que sa nomination ou que son ministère n'est pas valide, tout simplement parce que depuis 5 ans, nous n'avons pas de président de la République puisqu'il n'existe dans aucune mairie des arrondissements de Paris. Donc c'est un procureur qui n'a aucune autorité. Donc c'est un pantin. C'est un pantin. Voilà. Donc, l'argumentation pour se défendre, c'est de dire que comme le procureur est sous la dépendance du président de la République, ce procureur est jugé partie dans l'affaire, donc il ne peut pas le juger. Tout à fait. Et qui plus est, il n'existe même pas. Donc il y a incitation au soulèvement populaire. Mais bien sûr. Et bien, écoutez, moi je félicite Étoile et Frédéric d'avoir eu le courage d'aller s'opposer et puis même d'avoir connu des oppositions, puisque vous voyez que c'est tellement démocratique en France qu'on n'accepte pas vos contestations. Hein. Très bien, oui. Je les félicite parce que ce sont des véritables résistants. Alors, je fais quand même une petite aparté par rapport à ça. C'est Radio La Voix d'Afrique qui nous invite. Frédéric est né en Algérie. Étoile a des origines qui ne sont pas françaises. Moi, je suis né en Afrique du Nord, en Tunisie. Portable Abattu est né au Bénin, en Afrique. Maître Djilali Rabi, qui est notre correspondant au Canada, est algérien. Et voilà tous des gens qui se mobilisent pour défendre les droits des Français. Comme on s'est mobilisé déjà pour la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'un éternel recommencement. Mais vous ne croyez pas que c'est bizarre que les plus patriotes, ce sont les gens qui sont nés à l'extérieur de la France? Mais est-ce que... Alors, mademoiselle Mirella, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que les prémices de la révolution qui est en train de naître, mais que personne pour l'instant ne voit, ont comme départ Mademoiselle Étoile et Monsieur Frédéric? Est-ce que demain, si la révolution éclate réellement, est-ce que le début de cette révolution n'a pas commencé le 22 avril 2012? Je crois qu'elle a déjà commencé avant, mais oui. On y a donné le ton. Voilà. D'accord. Grâce à de véritables résistants. D'accord. Alors, écoutez-moi bien, je vais vous lire quand même quelque chose qui est très important ici. Hein. Vous savez qu'il y a eu nombre de contestations qui ont été faites en France et dans les pays d'outre-mer. Alors, bien évidemment, les 33 contestations qui ont été faites en Savoie, on n'en tient pas compte. Mais quelque part, ils reconnaissent que, comme la Savoie est libre, effectivement, ils n'auraient pas à tenir compte de... Ah oui, donc là, quand ça les arrange, alors, donc si je comprends bien, là, ça les arrange, ils reconnaissent la souveraineté de la Savoie. Vous comprenez? D'accord. Bon, seule marquée, elle est en France, alors elle ne peut pas porter sa contestation. Alors, bien sûr, c'est ce qui fait le Conseil constitutionnel. Hein. Déjà, le soir même des élections, on nous dit quels sont les 2 candidats qui sont en lice pour le deuxième tour, ce qui est tout à fait irrégulier. Ce que je vous avais dit la dernière fois, comment se font-ils alors que les bureaux de vote ferment à 20h dans les grandes villes pour nous donner déjà les résultats à la télé à 20h. Ce qui confirme bien qu'ils sont choisis. Comme dès le début de la campagne, on nous a mis toujours en exergue qu'il y avait 2 candidats possibles, comme par hasard, qui ont des liens avec Israël, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Vous comprenez bien qu'on veut nous imposer ici la continuité de la colonisation de la France et de l'Europe d'ailleurs. Hein. Bon. Alors déjà, on nous impose dès le premier tour, alors que le 25 avril,
sur le site de la Commission nationale des votes, il n'y a pas encore le nom des candidats, parce que ça ne pouvait être mis en ligne que le 27, ce qui veut dire qu'entre le 22 et le 25, la comptabilité des votes n'était pas définitive, et pourtant, dès le premier soir des élections, on nous rebat les oreilles en nous disant que les deux vainqueurs sont ceux-ci, et qu'ils vont avoir à se confronter le 6 mai. Le 6 mai. Alors, il rend quand même le Conseil constitutionnel qui est complice de tout ça, il faut le savoir. Bien sûr. Parce que comment un candidat peut se présenter aux élections sans faire la preuve de son identité, sans présenter ses pièces d'identité, voilà, ça veut dire, selon le Conseil constitutionnel, qu'un escroc, le premier escroc du coin, peut aller s'inscrire en qualité de président pour postuler à la candidature. Excusez-moi Mirella. Oui. Mademoiselle Étoile, vous avez mis le haut-parleur, j'ai un retour. Est-ce que vous pouvez couper le haut-parleur s'il vous plaît? Je n'ai pas de haut-parleur. Ah, c'est bizarre, j'ai un retour. C'est peut-être, je sais pas, vous êtes pas sur l'ordinateur? Qui écoute. Ah d'accord, il écoute, d'accord. Ben bien. de la DCRI de Sport TV. Ben, je leur souhaite la bienvenue sur la radio La Voix d'Afrique. Vous êtes en direct sur la radio La Voix d'Afrique. Mademoiselle Mirella, continuez s'il vous plaît. Continue. Donc ils rendent une décision sur les contestations, hormis celles qui auraient dû être prises et qui n'en ont pas été, sur les contestations qui ont été apportées à cette élection. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je ne vais pas tout vous lire, et parce qu'ils minimisent les conséquences d'une candidature frauduleuse et criminelle. Ben, il y a intérêt pour eux, Oui, parce que si ils ne minimisent pas, ça veut dire qu'en 2007, effectivement, ils étaient déjà complices de l'élection illégale de Sarkozy. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils motivent leur décision? Extrait sur les opérations électorales, considérant que si certains des candidats se sont présentés, et le si du conditionnel est très intéressant. Avec des si, on peut faire beaucoup de choses. Parce que ça veut dire que ils n'ont exercé aucun contrôle et que les autres ils se sont présentés tout seuls, bien évidemment. Alors, donc ils servent à quoi finalement? C'est ça, à rien, puisque il n'y a pas de constitution. S'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de conseil constitutionnel. Il n'y a qu'une escroquerie supplémentaire que l'on impose aux Français. Alors, je reprends. Considérant que si certains des candidats se sont présentés à l'élection sous un nom ou un prénom, écoutez bien ça, qui n'est ni celui de leur état civil, ni celui dont ils ont l'autorisation de faire usage en vertu de la loi. Ça veut dire que, c'est pas un nom qui est connu de l'état civil, 2, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été autorisés par un juge à porter ce nom. Écoutez bien ce qu'il rajoute. Cette circonstance ne saurait, en l'absence de toute confusion possible sur leur identité, être regardée comme ayant pu induire en erreur le corps électoral. Mais ils se moquent de qui? Donc en fait, ils sont en train de dire que on a le droit de se tromper, mais ne nous en tenez pas rigueur. Non, pas du tout. C'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire que, effectivement, ils n'ont pas de nom à l'état civil, ni le nom qu'ils portent n'a jamais été autorisé par un procureur de la République qui aurait dû leur donner la possibilité d'utiliser ce nom. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'existent nulle part. Cette circonstance ne saurait, en l'absence de toute confusion possible sur leur identité. Comment ne peut-il pas y avoir de confusion possible sur leur identité? Puisque leur identité, c'est celui de l'état civil. Connu de l'état civil. Tout à fait. En plus, il rajoute être regardé comme ayant pu induire en erreur le corps électoral. C'est-à-dire que les Français n'ont pas été trompés. Mais ça, c'est très grave. Parce que quelqu'un qui n'existe pas à l'état civil, quelqu'un qui n'a jamais été autorisé par un juge à changer de nom, c'est un escroc, un inconnu, qui ne bénéficie d'aucune immunité présidentielle, qui peut ouvrir ses comptes à l'étranger sous son vrai nom, comme a dû certainement le faire Nicolas Sarkozy de Nagui Boursin, qui peut faire des fraudes et voler les Français, on s'en fout, ça va à l'étranger, parce qu'un juge qui va aller chercher un compte au nom de Nicolas Sarkozy ne va pas le trouver, peut signer donc alors qu'il n'existe pas à l'état civil
les engagements de guerre, qui peut dominer la France, qui peut engager la France dans l'OTAN, qui peut détruire l'armée, qui signe des lois, qui impose le traité liberticide de Lisbonne aux Français, qui rétablit la peine de mort, entre autres. Enfin, il fait tout. Et s'il y a un juge qui va aller le condamner, s'il y a un citoyen lambda qui veut aller déposer plainte contre Nicolas Sarkozy, eh bien le juge, il ne va pas pouvoir le condamner parce qu'il n'existe pas l'état civil. Donc vous comprenez qu'on lui accorde une nouvelle immunité ici? Donc en fait, quand on regarde toute cette machine qui est en place, comment la révolution peut-elle se soulever et commencer? Est-ce que y a-t-il une chance un jour? Parce que quand vous parlez de ce dossier à certaines personnes, je vous dis, leurs sentiments, ils vous regardent avec des yeux en vous disant, lui, il a fumé quelque chose la nuit qu'il n'a pas digéré. Il n'est pas normal, il a quelque chose qui est pas clair dans sa tête. Donc, ça veut dire que les gens vous font passer pour un affabulateur, un menteur. Quel élément peut être déclencheur pour réveiller la conscience des citoyens français que la République dont on leur parle, n'existe pas, puisqu'on est en monarchie, et ça c'est l'article 1 du Code civil qui le dit clairement, que la séparation des pouvoirs n'existe pas, que le président de 2007 à 2012 n'existe pas, la personne qu'on a est une personne qui usurpe un nom qui ne lui appartient pas, et que deux titres, le titre de président de la République et de chef des armées. Et de chef des armées, tout à fait. Et de chef des armées, et même, on peut même lui rajouter un troisième titre, puisqu'il est le premier magistrat de France. Tout à fait. Donc on peut même lui rajouter ça. Donc quel espoir on peut avoir que demain, la population comprenne le combat et le dossier que vous avez monté? Je vais passer la parole à Mademoiselle Eto parce que j'aimerais savoir, au sein de sa commune où elle vit, est-ce qu'elle a vent à part elle, bien sûr, d'autres personnes qui ont connaissance de ce dossier et qui sont tentés ou qui mènent des actions pour dénoncer au plus haut l'usurpation qui se passe au plus haut de l'État? À Aix-en-Provence, je peux vous dire que je suis sûrement la seule à avoir bougé, même si j'ai donné connaissance du dossier à certaines personnes qui n'ont pas bougé. Il faut savoir que c'est la dictature. Bon, moi, ma famille a été sous dictature, donc je sais ce qu'est une dictature. Et les gens sont terrorisés. Ils ne bougent pas. On peut les accuser de vol, de meurtre, etc. Ils ont peur, ils essaient de s'accuser alors qu'ils sont totalement innocents. Donc vous êtes en train de dire que la peur qui a été générée, qui a été instaurée depuis des années, aujourd'hui c'est maintenant que son effet est palpable. Ça fait plusieurs années qu'elle est palpable ici à Aix-en-Provence. Je sais que moi également j'ai subi des rétorsions de la part de la franc-maçonnerie, des magistrats, des ashkénazes, qui sont d'ailleurs les supérieurs ce sont eux qui donnent les ordres aux francs-maçons. Et même ils ont essayé de m'interner ou de m'incarcérer, mais comme je lutte contre les sectes et que je connais parfaitement le fonctionnement des sectes, j'ai prévenu bien à l'avance afin si vous voulez, de ne pas me faire interner abusivement ou incarcérer abusivement. D'accord. Donc ils ont même les moyens, parce que normalement, dans la logique, il n'y a que votre famille qui peut demander un internement. Donc vous êtes en train de nous apprendre ce soir que une association en dehors de votre famille peut demander un internement en votre faveur. Oui, il a même été établi un rapport psychologique qui outrepasse d'ailleurs cette psychologue, outrepasse ses fonctions puisqu'elle donne une analyse psychiatrique alors qu'elle est nullement autorisée. Mm-hmm. Si vous aviez lu ce rapport, je me suis demandé de qui il s'agissait. D'accord. Sachant que la loi sur l'internement a changé maintenant, il faut le dire, Étoile. Hein, la loi sur l'internement a changé, même un médecin, il peut décider de vous faire interner sans le consentement. Non, mais là, c'était dans le cas, c'était sur les ordres du magistrat.
Parce qu'il faut que je précise que mon ex-mari était adepte de secte et que dans cette secte, on prostitue des enfants. Mhm. Donc, comme j'ai dénoncé ces pratiques-là, naturellement, c'est sous l'égide de Dieu est amour. Donc, les enfants, on peut les prostituer. D'accord. Et donc, de ce fait-là, il fallait à tout prix que on me fasse passer pour une folle, puisque c'est Saint-Jean de Malte, qui est un ordre catholique et non religieux, qui est très lié avec la franc-maçonnerie, puisqu'il y a des membres qui font partie de la franc-maçonnerie, qui était mise en cause. D'accord. Donc aujourd'hui à Aix-en-Provence, donc on a déjà la certitude que pas mal de gens ont entendu parler de ce dossier sur l'usurpation d'usage de faux noms par Nicolas Sarkozy, de Najib Boksa, qui se fait appeler Nicolas Sarkozy et qui signe sous le pseudonyme de Nicolas Sarkozy. Et il y a déjà une partie de la population d'Aix-en-Provence qui est au courant de ça. Si vous permettez d'intervenir, il faut faire un distinguo entre les gens qui s'y connaissent un peu en droit, qui sont en relation aussi avec SOS Justice depuis un moment, et de citoyens lambda qui n'est jamais informé. Voilà, moi c'est le citoyen lambda qui m'intéresse en fait. Oui, alors écoutez, vous avez vu passer un seul article dans la presse française sur notre dossier? Je dirais oui et non, parce que si moi je vous ai connu, on va pas être en contradiction avec nous-mêmes, parce qu'on risque de le retrouver en pleine figure. Si moi je vous ai retrouvé, c'est parce qu'un article sur Mediapart avait été repris par Wikistrike, et c'est ça qui a attiré mon attention, et j'ai commencé mes recherches. Donc c'est vrai que les médias audio, vidéo, qu'on a l'habitude d'écouter, moi je les regarde pas parce qu'il y a longtemps que j'ai éteint la boîte à conneries, il y a longtemps que je l'ai coupé, tellement ça me fait mal à la tête, mais c'est vrai que je vous le disais tout à l'heure, lorsque moi je l'annonce aux citoyens lambda dont vous parlez, quand ils me regardent, je vois bien qu'ils me disent « Marcelin, tu es fou ». Alors, j'ai une petite correction quand même concernant Mediapart, parce que vous y avez fait relation. Oui. L'article que vous avez trouvé sur Internet n'a jamais été édité par Mediapart. Hein. D'accord. Il a été édité par un abonné de Mediapart qui a un blog et qui a véhiculé l'information. Parce que moi-même, j'ai contacté plusieurs fois Mediapart. J'ai même téléphoné. On devait faire remonter le dossier. 2 jours avant les élections, je me décide à leur téléphoner, j'ai la secrétaire qui devait faire remonter l'information, renvoyez-nous tout de suite le dossier que je leur avais déjà communiqué. Et bien jusqu'à ce jour, vous les en avez entendu parler, vous? Non, pas spécialement, non. Pas spécialement. Bon, voilà. Sinon je l'aurais su, je l'aurais su. Sachez une chose aussi, pour que les auditeurs le sachent. Aujourd'hui, il n'y a que des seules entités qui pourraient demander l'invalidation des élections présidentielles de 2012, ce sont les personnes qui ont participé à l'élection, c'est-à-dire les candidats. Oui, mais s'ils sont tous complices, comment ils peuvent... Alors écoutez-moi, j'ai saisi Jacques Cheminade, j'ai saisi Eva Joly, j'ai saisi, comment il s'appelle, Marine Le Pen et toute son équipe. J'ai saisi... Mélenchon Mélenchon, non, je ne l'ai pas saisi. Dupont-Aignan? Dupont-Aignan. Bon, vous croyez qu'ils ont bougé, ces gens-là? Vous n'avez pas reçu de réponse? Non, fin de non-recevoir. Donc, donc qu'est-ce qu'on peut comprendre? On dit le silence, celui qui donne le silence est consentant. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont consentants? Mais bien sûr, mais vous avez des gens, écoutez-moi, qui vont briguer à des postes de députation. Ils savent très bien que la République n'existe pas, qu'on n'a même pas de gouvernement, qu'on ne devrait même pas avoir de députés, ni de sénateurs, ni que dalle, excusez-moi, hein. Bon. Eh bien, ils vont quand même aller, malgré tout, aller se présenter à la députation pour une question de pouvoir. Mais est-ce que vous croyez qu'ils défendent vraiment le peuple français? Tout à l'heure, quand Étoile disait « le peuple a peur », mais pourquoi le peuple a peur? Parce que depuis le code civil, en premier lieu, il a été, soi-disant, promulgué de manière frauduleuse par Napoléon, qui a été mis en place par les francs-maçons, il faut le savoir, l'agent des francs-maçons. Mais le code civil existait bien avant, puisque le roi Louis XVI avait dit qu'ils allaient éditer le code civil.
qui a fait l'objet après, parce qu'il y a eu plusieurs accès de la royauté après l'Union, ils ont été obligés de toujours le transformer, etc. Bon, bref. Et puis, ils nous ont inventé toute une série de codes. Vous comprenez bien que la Révolution française est un complot qui a été organisé contre Louis XVI. Bon, la République n'existe pas, n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la République maçonnique. Voilà. Donc, comment voulez-vous que tous ces gens-là, qui bouffent tous au même râtelier, vous comprenez que ça rapporte de l'argent d'être en politique? Oui, bien sûr, on connaît le salaire des députés, on connaît le salaire d'un conseiller. Vous faites 5 ans de député, vous avez 1500 € de retraite, oui, on connaît. Alors, et quand vous avez un Nicolas Sarkozy qui peut truander tout le monde et aller mettre son argent à l'étranger sur son vrai nom, et qu'on le laisse faire, moi je me demande qu'est-ce que font les magistrats, sérieusement? Donc en fait... C'est bon, Jean, pourquoi ils font peur? Pourquoi ils font peur? Mais la question elle est là, parce que... je veux vous le dire. Parce que tous les codes qui ont été pondus, c'est pour faire de l'oppression contre les peuples. Parce que eux, les politiques, ils ne sont pas touchés. Exactement. Ils bénéficient de toutes les immunités. Alors on nous met la peur du gendarme, la peur du flic, la peur du magistrat, la peur de ceci. Mais eux, ils sont intouchables. Non, mais il y a aussi la pression due et les rétorsions dues aux politiques. Parce qu'en 2003, j'ai fait une lettre ouverte à Marie-Joséphine, maire d'Aix-en-Provence, uniquement en lui posant des questions par rapport à des écrits qu'elle avait publiés. Il est vrai que je la tournais en dérision. Je la comparais également à Louis XIV. Et il s'avère que j'ai eu tout un tas de rétorsions de toutes parts. Et quand vous parlez de rétorsion, de quelle rétorsion exactement vous parlez? Eh ben, par exemple, je donne un exemple, excusez-moi de vous interrompre. Vous avez quelqu'un qui est au RSA. Il a 400 € par mois. Il va commencer à militer. On va lui couper son RSA. Mais là, la loi ne s'applique pas. Est-ce que la France n'est pas un pays qui dit tout homme est né en droit et... avec des mirages. Mais voilà. Vraiment, il faut s'en de la tête que la France respecte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous sommes sous dictature depuis plusieurs décennies. Les gens s'en rendent compte maintenant. Depuis la Révolution. Non, mais ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient sous dictature jusqu'à maintenant. Et de ce fait, ils sont totalement démunis parce qu'on les a toujours assistés. Tout à fait. Donc en fait, l'assistanat est une forme de dictature qui maintient le peuple dans une espèce d'ignorance, de sommeil en permanence. Totalement. Et par exemple, hier, il y a une personne qui a voulu me parler. Je lui ai dit que je finissais de rédiger la plainte que je voulais adresser au procureur d'Aix-en-Provence, Madame Dominique Moyal. Et cette plainte, c'est par rapport au refus de reconnaître votre contestation? Bien sûr. D'accord. Je soulève un problème concernant le Conseil constitutionnel que je vous expliquerai. Cette personne m'a dit, mais vous ne pensez plus, vous allez être martyrisé. D'accord. Et comme je l'ai dit, moi je préfère mourir debout que coucher. Tout à fait. C'est une très bonne réponse. Mademoiselle Étoile, attends, je vais passer après. Monsieur Frédéric, dites-moi, en Savoie, quelle est l'onde de propagation de cette nouvelle de savoir que on a un président invisible. Quand je dis invisible, je pense au film de Louis de Funès où il cherchait Fantomas et à chaque fois qu'il arrivait, Fantomas avait déjà pris la fuite. L'homme invisible en France serait-il à nouveau réapparu sous le nom de Monsieur Nicolas Sarkozy de Najib Oksar? Bonne question. D'abord, je vous félicite encore une fois de plus à la Voix de l'Afrique, à vos auditrices et à vos auditeurs, depuis 1 heure d'avoir la gentillesse de nous écouter. Je vous dis, c'est la voix de la vérité, hein, donc la vérité a le temps. Oui. Primo, pour répondre à votre première question,
avant l'intervention d'Étoile, sur les procureurs. Quelle action avons-nous? J'ai l'action irréfutable, l'action formidable. Quand on utilise le droit français contre les Français, c'est merveilleux. Le procureur, il est tout simplement déni de justice. Donc il suffit de porter plainte au CSM, Conseil supérieur de la magistrature, pour déni de justice contre le procureur. En l'occurrence, à Albertville, c'est Patrick Quincy. J'ai porté donc plainte contre ce procureur pour déni de justice. Donc nous avons donc une action juridique. Ensuite, vous aviez parlé, initialement, l'action révolutionnaire. En France, quelle action révolutionnaire peut avoir les Français contre, pour faire valoir leur droit à la liberté et à l'information et de bien vivre? C'est tout simple. Il suffit d'abord de supprimer les prostituées sionistes. TF1, antenne de toutes les radios, tous les médias, toutes les télévisions sont aux ordres des sionistes de Tel Aviv. Regardez les noms des gens qui présentent. Sans citer les noms. Vous regardez tous les noms des présentateurs. Vous regardez tous les noms des chanteurs. Tous les noms des sionistes qui sont producteurs de télévision, producteurs de journaux. Donc cette chape de plomb étouffe les Françaises et les Français de connaître la vérité. Et c'est pour ça, vous, la Voix de l'Afrique, vous êtes la clé de voûte de la liberté d'entendre une radio, enfin une radio qui permet de dire la vérité face à cette chape de plomb. Le gouvernement sioniste, regardez tous, c'est que des sionistes, Sarkozy, Juppé, Kouchner, ils sont tous sionistes, ils sont aux ordres de Tel Aviv. Les radios sont sionistes, les journaux sont sionistes. Donc ils ne prêchent que la voix des sionistes de Tel Aviv. Donc il suffit déjà, premier temps, aux Français et aux Français, de prendre en main leurs médias. Que les médias soient indépendants. Une fois que les médias sont indépendants, ils connaîtront la vérité. Ce qui se fait par Internet, où ils veulent museler Internet, c'est tout simple. D'où ils veulent museler, par exemple, l'Écho des montagnes, qui est un journal archi-indépendant, anti-sioniste, je vous le dis bien, anti-sioniste, je ne m'en cache pas. Je suis attaqué par tous les sionistes d'ailleurs. Mais ça nous permet de dire la vérité. Ça, c'est pour répondre à votre question. Donc, on peut faire une révolution juridique. Et elle commencerait comment? Par la plainte au Conseil de la magistrature? Oui, mais eux, de toute façon, ces gens de la magistrature, ils sont tous francs-maçons. Et les francs-maçons... pas tous quand même. On vous entend plus. Qui date de 1725, le premier franc-maçon, ça a été Jésus-Christ, dans ses collèges de charpentiers. Donc il ne faut pas oublier une chose, que les sionistes se sont appuyés sur la franc-maçonnerie et l'ont noyauté. Et ils sont devenus les Illuminati. Et c'est eux qui prêchent le nouvel ordre mondial. Donc Sarkozy ne parle que du nouvel ordre mondial. Angela Merkel ne parle que du nouvel ordre mondial. Tout à fait. Angela Merkel est la fille éprouvette d'Adolf Hitler. Je l'ai écrit, personne ne m'a contredit. Je lui ai envoyé, j'ai attendu. J'ai écrit ça il y a déjà 6 mois. Attendez, excusez-moi. On va revenir en arrière parce que les choses qui sont en train d'être dites sont enregistrées. Donc tout le monde va écouter, répéter ce que vous avez dit, que mademoiselle ou madame plutôt Angela Merkel est la fille née par éprouvette de Hitler. Répétez-nous ça parce que je l'avais jamais entendu, je vous le dis honnêtement, je l'avais jamais entendu. Je l'aurais dit, et vous pouvez consulter mon site Écho des montagnes, oui. Vous verrez bien que je l'ai écrit et je l'ai prouvé par le docteur d'Adolf Hitler, a pris du sperme d'Adolf Hitler et l'a congelé. Et Angela Merkel n'est que la fille éprouvette de la sœur de Eva Braun,
ce docteur a mis donc le sperme d'Adolf Hitler donc, dans la sœur de Eva Braun, et ça a donné Angela Merkel. Et qui est Eva Braun? Comment? Qui est Eva Braun? C'était la maîtresse d'Adolf Hitler. D'accord, c'est celle qui est restée jusqu'à la fin ou... D'accord, oui, je vois laquelle c'est, une très belle dame d'ailleurs. Elle était journaliste, hein, d'abord, au Süddeutsche Zeitung. D'accord. Et vous me dites que vous avez fait cette révélation et personne ne vous a attaqué pour diffamation ou pour outrage à personnalité publique. Ah non, j'attendais avec plaisir. Je l'ai publié sur mon journal Écho des montagnes. Personne ne m'a contredit. Donc nous sommes, je reprends, entre les mains des nazis. Avez-vous entendu? Ah non, mais j'ai très bien entendu, oui, j'ai très bien entendu. Je vais vous dire, moi-même je suis secoué de la France, donc vous voyez l'émotion. Du Troisième Reich, peut-être le Quatrième Reich du nouvel ordre mondial, s'appellera peut-être Quatrième Reich, d'où l'anéantissement de la Libye, d'où l'anéantissement programmé de la Syrie. Et l'anéantissement aussi de la Côte d'Ivoire, parce que dans leur quête de matières premières et dans leur quête de mise en place du nouvel ordre mondial, avant d'anéantir la Libye, ils ont été bombardés la Côte d'Ivoire, où il y a un président qui s'appelle Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui en prison. C'est tous des copains de qui, soit du Fonds monétaire international, soit de Goldman Sachs. Cherchez l'erreur. Ouais. Le remplacement de Gbagbo est bien un gars du FMI, vice-président du FMI. Ouais. Christine Lagarde, du FMI, est bien porté plainte contre moi, parce que j'ai dit la vérité. J'ai fait appel, mais personne ne veut. Je réclame Coréacri de passer au tribunal correctionnel à nouveau. Personne ne m'écoute. Répétez ce que vous venez, excusez-moi, j'ai loupé le fil. Répétez ce que vous venez de dire sur Christine Lagarde. Oui. Christine Lagarde, la patronne du FMI, Christine Lagarde de Bilderberg, que je l'appelle de Bilderberg, bien sûr, qui était la réunion de Bilderberg. À la dernière réunion de Bilderberg à Saint-Maurice, en Suisse, en 2011, il a été décidé que le pédophile François Hollande soit président de la République. François Hollande, juif sioniste, et complice de Jack Long dans une affaire d'assassinat. Et c'est pour ça que je soutiens Étoile. J'ai publié les textes d'Étoile que Mediapart n'a pas voulu, parce que Mediapart est aux ordres des RG. Mediapart reçoit les dossiers des renseignements généraux de la DCRI, ainsi que rue 89. Voilà pour démystifier Mediapart et rue 89. Ce sont des annexes des renseignements généraux. Voilà, point barre. Donc, Jack Long, au Maroc, a partousé et a assassiné avec des partouzeurs présents une fille de 4 ans. Donc vous êtes en train de dire que l'affaire... Attendez, vous êtes en train de me dire que l'affaire... Si vous voulez, si vous donnez par l'intermédiaire de Mirella votre adresse internet, je donne à Mirella votre dossier, elle vous l'envoie. Non mais il n'y a pas de souci, ça va se faire. Mais j'aimerais revenir à ma précédente question sur l'onde l'onde de choc que cette affaire doit normalement être diffusée, doit normalement provoquer. Comment sentez-vous, vous en Haute-Savoie, qui voulez qu'on... En Savoie, pardon. La Haute-Savoie et la Savoie. La Savoie qui voulait qu'on reconnaisse l'indépendance et la souveraineté de la Savoie, est-ce que vous sentez qu'il y a une façon, enfin, qu'il y a un réveil des Savoyards sur cette question, 1, de la souveraineté de la Savoie, et 2, sur l'usurpation du titre de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience? Bravo, bonne question. Vous avez bien senti le problème. Il suffit de regarder mon site Écho des montagnes ou le site de l'avocat Fabrice Bonnard, qui est le président chancelier pour la Savoie, le site PLS, PLS comme position latérale de sécurité, mais là ça veut dire pour la Savoie. D'accord. Vous regardez PLS et vous avez toutes les interventions et tous les arguments juridiques de maître Fabrice Bonnard, qui est mon ami, mon complice, mon frère d'armes de combat, comme disait Étoile
étoile, on préfère mourir debout que genoux, nous. Hein, donc, on se battra jusqu'à la mort. Il n'y a pas un problème là-dessus. Donc, en Savoie, effectivement, les bulletins blancs et les abstentions, ça veut dire quoi? Ce sont des bulletins qu'on glisse. Au lieu de mettre Sarkozy, nous, en Savoie, on met Savoie. On écrit Savoie. D'accord. Donc, en Savoie, il y a bien sûr un réveil. Alors, pour que ce réveil ne se fasse pas, des truands forces d'occupation françaises, comme la gendarmerie, qui, en 2011, m'ont fait 11 gardes à vue, en tant que journaliste, 11 gardes à vue. Ah oui. Peut-être en 2012, j'en aurais 12, hein. C'est mon record, hein. Bon, j'en suis déjà à 2, hein, c'est pas mal, hein. Mais enfin, on est qu'au mois d'avril, hein, j'ai peur que j'arriverai pas à 2 gardes à vue. Bon, enfin, on verra bien. Donc, plusieurs correctionnels. Donc, en Savoie, c'est sûr que PRS, pour la Savoie et Savoie indépendante, en marque des points. Alors, comment se fait-il qu'en marque des points? Parce que, et je réponds là à votre grande question que vous avez posée tout à l'heure, pourquoi les Français, la révolution, les Français, pourquoi ils ne s'en prennent pas? Parce qu'il y a la chape de plomb de tous les journalistes et médias sionistes. Ils ne donnent que la voix de 100 mètres de Tel Aviv. Il n'y a rien d'autre. Regardez les élections, les résultats des élections françaises. Soi-disant, il faut qu'ils soient homologués par le ministère de l'Intérieur. Mais curieusement, cette homologation passe par Denver, aux USA, qui est le chef de la CIA. Curieusement, le site de l'Élysée, vous prenez l'adresse IP de l'Élysée, se trouve à Denver, au siège de la CIA. Oui, je pourrais vous donner le système légal qui vous permet de connaître, quand vous connaissez l'adresse IP, où se trouve le siège de l'IP. Je peux vous donner ça. Vous prenez contact avec Non, mais je vais faire le nécessaire pour que vous me fournissiez ces informations parce qu'elles sont très intéressantes et elles sont à partager avec la plus grande la plus grande partie de la population, ce qu'on a dans nos contacts mail, SMS et autres. Ça, c'est dans nos contacts privés. Pour vous aussi, pour tirer votre antenne, parce que vous êtes dans la vérité, dans la lumière. Et alors, je peux vous dire que vos auditrices et vos auditeurs, je leur dis chapeau parce qu'ils écoutent une bonne radio. Mais donnez d'ailleurs, pendant qu'on y est, donnez le nom du site, parce que les auditeurs pourront vérifier par eux-mêmes. Donnez le nom du site. Écho des montagnes. Oui. Écho au pluriel, des montagnes au pluriel, tout écrit en petit et attaché. blogspot.com. D'accord. Et le site... Il y en a d'autres. Hein. Il y a 5 autres sites parce que je suis censuré régulièrement. Oui, donc vous êtes obligé de vous reproduire. Un autre site qui est rigolo, qui est édité par Nicolas Sarkozy de Nazi Boxin. Donc, c'est-à-dire pour moi-même, j'ai pris son nom. Oui, il a porté plainte. Je vous donnerai Overblog. Je vous donnerai le site. Bon. Après, il y a le blog de la vapeur aussi. Bon, pourquoi j'ai fait des sites mémoires? Parce que je suis sans arrêt censuré. Je suis donc j'ai fait des tas de sites qui renvoient à d'autres sites et que dès qu'on me supprime un site, dans la dixième de seconde qui suit, il y a un autre site qui s'ouvre. Très bien. Très bien. Donc, on va dire vous êtes un soldat aguerri. Je suis un soldat aguerri parce que je suis un ancien officier parachutiste. D'accord. Et un ancien officier des chasseurs alpins. Très bien. Pendant qu'on y est, est-ce que quelque part... au Maroc. Oui. Est-ce que quelque part le fait que vous soyez militaire, est-ce que ça ne leur fait pas peur en se disant militaire, ayant servi l'armée, connaissant les techniques de l'armée, connaissant la pensée militaire, connaissant les agissements militaires, est-ce que ça ne leur fait pas peur et ça ne leur donne pas plus de pression pour justement vous museler? Bonne question. C'est pour ça que mes 33 commandos ont été organisés sur le plan militaire. Les attaques ont été organisées ciblées sur le plan militaire. Le 6 mai, ça sera ciblé sur le plan militaire. Je prends aussi inspiration avec une très belle chanson d'une Palestinienne qui chante oui, dans nos cœurs, il y a plus de courage que dans tous vos canons. Il faut écouter la dernière chanson que j'ai mise dans la Palestine. Effectivement,
effectivement, donc mon passé politique, mon passé militaire, j'ai servi 18 ans en Afrique, donc je suis pour l'Afrique indépendante, je suis pour la libération d'Afrique, je suis né en Afrique. Hein, mais dans mes articles, souvent, on voit que je commence par la photo de Notre-Dame d'Afrique, à Alger, prier pour nous et pour les musulmans. Donc je suis pour le monde musulman et pour le monde chrétien tel que Dieu nous l'a décrit. Donc actuellement, les gens, les Illuminati, donc les sunnites qui ont noyauté les francs-maçons, parce qu'ils se sont servis des francs-maçons, c'est pour ça Étoile parle toujours des francs-maçons, elle a raison, mais sont noyautés par les sionistes, qui eux veulent toujours la guerre contre les musulmans. Pourquoi? Et contre les chrétiens, mais les chrétiens ne le voient pas, ça, parce qu'ils mettent en avance les musulmans sans arrêt, pour dominer le monde, tout simplement, que ce soit François Hollande ou Nicolas Sarkozy, c'est qui score la barrière. C'est pareil au même. C'est quand même impressionnant de savoir que moi je vis en France depuis bientôt 30 ans, puisque je suis arrivé en 83, on est en 2012, donc ça fait 29 ans précisément. C'est quand même impressionnant de découvrir que j'ai vécu dans un pays qui m'a formé au niveau de l'éducation, qui m'a formé au niveau du travail, et je me rends compte que toutes les petites énergies négatives que je percevais dans la manière dont on nous présentait la vie de tous les jours, dans la manière dont on devait se comporter dans la vie de tous les jours, toutes ces énergies négatives aujourd'hui se révèlent être des énergies qui sont réellement négatives. Parce que destructrices même. Parce que vous vous rendez compte que jeune homme, j'étais déjà contre l'école, je n'aimais pas déjà la manière dont on nous présentait l'école, je n'aimais pas déjà la manière dont on nous enseignait l'histoire, que je trouvais un peu trop fade et un peu trop léger. Quand on vous parle de la Shoah, vous voyez qu'on passe quasiment 2 mois. La Shoah. Pardon? Le procès de Nuremberg n'existe pas. C'est tout faux. Je vous donne le texte juridique. En octobre 2011, la Douma, le Parlement russe, a annulé le procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg n'existe plus. Donc l'article 16, dans ses références, la loi Guesso, n'existe plus. C'est-à-dire, sur le révisionnisme et l'antisémitisme, les chambres de concentration n'ont jamais existé. Mais alors... Vous voyez ce que je vous dis? Mais attendez, comment la Douma, le Parlement russe, peut mener cette action, encore une action cachée, et qu'en France, encore pays chantre de la démocratie qui est toujours contre les peuples opprimés, ne s'est pas levé pour condamner la Russie, pour avoir, comme d'habitude ils ont l'habitude de dire, fait du négationnisme. Parce que en 1944, les troupes allemandes ont été accusées d'un massacre de 44 Russes. Polonais. De 44 Polonais russes polonais, peu importe. Il s'est avéré que c'était un mensonge. Au procès de Nuremberg, le général qui avait sorti ce dossier était en même temps juge et parti au procès. La Douma, j'ai écrit mon article, je l'ai publié avec tous les arguments juridiques. En octobre 2011, a annulé le procès de Nuremberg parce que la Russie faisait partie des acteurs du procès de Nuremberg. Et elle a dit que ce procès était faux et qu'il est nul et non avenu. Donc on ne peut plus jamais parler du procès de Nuremberg. Donc la loi Guesso, en article 16, qui se réfère à l'article 16 du procès de Nuremberg, n'existe plus. Donc le révisionnisme n'existe plus. Donc tous les gens qui sont soi-disant condamnés à 1 an de prison pour révisionnisme, ça n'existe pas. Mais est-ce que ça n'existe pas. C'est une invention. Simone Veil qui raconte que des conneries, elle qui est elle fait partie du Crédit Mutuel Centre Europe et elle a voulu l'avortement pour quelle raison? Elle a voulu la pilule pour que les femmes françaises prennent tout simplement un compte en banque. Parce qu'avant, il n'y avait que les hommes et les femmes n'avaient pas le compte en banque. Comme ça, les banquiers juifs sionistes du Crédit Mutuel nés sous la
Croix Gammée en 1942 et l'acte de naissance de Crédit Mutuel qui a été créé par les nazis, puisse avoir un compte en banque. Et Simone Veil, soi-disant, a été dans les chambres à gaz qui n'ont jamais existé. Écoutez bien ce que je vous dis, ces chambres à gaz que soi-disant que l'on vous montre, et tous les morts que l'on vous montre, c'est toujours les mêmes photos, ce sont les gens qui sont morts tout simplement de la peste ou du choléra. Parce Je peux ajouter quelque chose Oui, allez-y, allez-y. Monsieur Berger. Allez-y. J'ai parlé pendant de longues années avec des personnes qui étaient dans des camps de concentration. En particulier un à Ramonville de Sainte-Anne qui était dans un petit d'État, c'était un Espagnol qui était rentré en France pour se battre contre Hitler. Et lui, il m'a parlé des camps de concentration, ce qu'il ne faisait même pas avec sa famille. Et il m'a raconté que les gens, on les fusillait. Il y avait un tableau au-dessus des casemates avec les noms des personnes qui devaient être fusillées. Et donc, il n'y avait pas de chambre à gaz. Et que d'autre part, les SS faisaient mettre en tant que responsable de chaque casemate ce qu'ils appelaient une capot. Les capots, c'était essentiellement ce que les personnes appellent des juifs, et qui ne sont pas des juifs mais des ashkénazes, c'est-à-dire qui se sont décrétés juifs au 9e, 10e siècle après Jésus-Christ. Et qui ont créé le sionisme. Tout à fait. Comme Rothschild, par exemple. Les SS, sachant la cruauté des ashkénazes, mettaient des capots donc comme responsables. Et c'était le capot qui décidait de la mort des Français résistants qui avaient été pris par l'armée ou les SS pour être fusillés. Il n'était pas gazé. C'est quand même impressionnant parce que on est parti sur un personnage qui utilise un faux nom sur une élection où vous avez demandé contestation, on vous a refusé. Monsieur Frédéric lui s'est retrouvé carrément devant monsieur le procureur. Vous avez carrément été agressé par la secrétaire du président du bureau de vote. Et en finalité, on découvre que derrière tout ce mensonge, c'est carrément l'histoire qui est à réécrire. Oui, bravo. Exactement. Martin, est-ce que je pourrais ajouter? Allez-y. Je vous dis, ici, on a le temps, sur le Conseil constitutionnel. Allez-y. Concernant la déclaration donc, du Conseil constitutionnel sur comme quoi les politiques pouvaient user de n'importe quel nom. Je tiens à préciser que ce Conseil constitutionnel n'est pas, disons, habilité à rendre une déclaration comme elle l'a faite, pour le simple problème qu'il y a conflit d'intérêts. Il faut savoir que le Conseil constitutionnel, dans ce Conseil, donc, il y a M. Jean-Louis Debré, UMP, Baron, UMP, Mallory, placé par M. Accoyer, UMP. Il y a Charas aussi. Canizé, placé par Jean-Louis Debré, UMP. Michel Charas. Benoît de Saint-Marc, UMP. Dylan Schmidt, UMP. Annel, UMP. Steinmetz, UMP. Il pas que M. Charas était exclu du Parti socialiste. Tout à fait. Donc, il y a un problème de conflit d'intérêts puisqu'ils ne vont pas saboter leur candidat gourou. En termes, vous êtes en train de dire que le Conseil constitutionnel est juge et parti. Exactement, il y a conflit d'intérêts. D'accord. Vous voyez, ça fait 1h24 et 30 secondes que nous sommes sur cette affaire. Nous allons bientôt arrêter l'émission. J'aimerais revenir sur un point très important, surtout vers Monsieur Frédéric. Est-ce que vous avez été militaire,
le militaire est pour la protection de la nation lorsque la nation est attaquée. Et donc le militaire peut mettre en place un acte de désobéissance lorsque son supérieur lui donne un ordre qu'il estime contre la nation. Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir militaire en place, je veux parler de l'armée, de la légion, des chasseurs alpins, de la marine, est-ce que ce pouvoir militaire peut aujourd'hui se retirer du commandement du chef de l'État? Est-ce que si le chef de l'État donne un ordre au pouvoir militaire, est-ce que les généraux peuvent, par acte de citoyenneté et de réveil de la nation, refuser d'aller dans le sens de l'ordre du chef de l'État? Oh, belle question. Ça vous honore, une belle question comme ça. Je pense que depuis 1962, avril 1962, où j'ai été chassé de mon pays d'Algérie, je n'ai jamais entendu une aussi belle question. Excusez-moi pour l'émotion. Ma réponse. Oui, j'ai désobéi volontairement à des ordres injustes. Excusez-moi, je voudrais juste faire une petite, comment dire, une petite précision. Je ne savais pas, je dis bien, je ne savais pas que M. Frédéric avait volontairement désobéi à un ordre venant de son supérieur hiérarchique. C'est une question purement spontanée qui est venue, donc ce n'est pas préparé. Allez-y. Plus d'une fois, aux ordres venant d'un supérieur hiérarchique. Pour preuve, j'ai été condamné à mort en 1962. Ah oui. Ah oui. Puis gracié. D'accord? Parce que j'ai refusé d'obéir à un ordre illégal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet ordre? Oui. De massacrer une population à chétif, en Algérie. D'accord. J'ai refusé. Le général qui m'avait donné cet ordre, j'ai écrit un article incendiaire contre lui il y a 6 mois. Il n'a pas pu être enterré en France grâce à moi. Il s'est fait enterrer en Espagne. D'accord. Et quel est son nom? Comment? Quel est le nom de ce général? Je le dirai plus tard. D'accord. Pour des raisons de sécurité pour ma famille. D'accord. Ensuite, je reviens à quelque chose de très, très important. Le colonel de Gaulle, parce qu'il il a été général, puis il a été dégradé, le colonel de Gaulle a été un usurpateur en France. Donc tous ceux qui se réclament du gaullisme se réclament de l'assassinat du peuple algérien. Je le dis bien, du peuple algérien. De Gaulle, avec Chustel, ont trafiqué et ont fait la révolution algérienne en massacrant le peuple algérien pour, en 1958, être le sauveur de la France, se présenter comme le sauveur pour être président de la France. Ensuite, en 1972, je me suis opposé au ministre de l'Intérieur, qui s'appelait, qui m'avait donné un ordre complètement illégal. Donc, un militaire peut désobéir. Les généraux peuvent désobéir, à condition qu'ils ont des couilles au cul. Le parrain de mon frère. Il n'y en a pas beaucoup alors, hein? Le parrain de mon frère s'appelle le général Salon. Le parrain de ma soeur s'appelle le général Lourd. Nous avons obéi à une idée à l'Algérie de notre pays. Nous avons désobéi, nous avons été condamnés, nous avons depuis longtemps, donc nous combattons toujours ces gens-là, c'est-à-dire des sunnites. De Gaulle, quoi qu'il en, que tous les gens disent, c'est un usurpateur. Son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, je le cite, aux ordres du banquier Rothschild, est le patron de la crise actuellement du monde. Pourquoi? Avant, un pays, que ce soit la France, l'Algérie, l'Allemagne, avait recours à sa banque
en France, c'est la Banque de France, donc la Banque d'Allemagne, la Banque d'Algérie, pour pouvoir traiter de ces dettes. Grâce et au malheur de Giscard d'Estaing, il a interdit au pays de faire des emprunts à leur banque nationale et d'avoir recours uniquement aux banques privées. D'où les dettes, d'où la crise. Donc ça, c'est des sionistes. Donc tout à l'heure, vous dites, on est parti d'un sujet que Mirella avait sorti, grâce à elle, usurpateur, mais tout se tient, les usurpateurs, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils obéissent aux sionistes qui sont les illuminatis du nouvel ordre mondial qui ont royauté les francs-maçons. Donc tout se tient, donc en faisant une digression comme l'a fait par Hitler, par De Gaulle et par compagnie, tout se tient, que ce soit dans l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Afrique, beaucoup de chefs d'État africains sont francs-maçons. Donc j'ai la liste, si vous voulez, j'ai la liste de tous les francs-maçons depuis 1715 à nos jours, de tous les pays du monde. Donc je peux, donc je prends en connaissance de cause. Tout à fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Les sionistes très forts pour faire croire à la création d'un faux État Israël qui n'existe pas, qui a occupé la Palestine, quand la France occupe la Savoie. Je dis bien, c'est le même combat, la Palestine et la Savoie, nous avons le même combat. On a créé le procès de Nuremberg et Hitler a été mis en place uniquement pour créer l'État de Palestine. Hitler est un Mayer Rothschild. Tout à l'heure, je parlais d'Angela Merkel, qui est Hitler, donc elle est à son père, donc et son grand-père, elle est une Mayer Rothschild. Donc c'est bien Rothschild qui dirige le monde. Wow. C'est bien Rothschild qui fait toutes les guerres, et c'est bien les sionistes de Tel Aviv qui font toutes les guerres. Et c'est bien pour ça que Nicolas Sarkozy utilise des faux noms pour se présenter. Jacques Chirac, c'est pareil, ce n'est pas son nom. Et dites-nous le nom de Jacques Chirac. C'est un nom espagnol. D'accord, donc les vrais gaullistes... Bourbon, c'est un Bourbon. Jacques Chirac, ses parents de Saint-Égule ne sont que des parents prétendants, comme a été le papa d'Adolf Hitler, qui est un Mayer Rothschild, un douanier qui n'a été que le... Bon, ils placent leurs enfants, disons, du sang, soi-disant des descendants de Sem. Hein, je l'ai bien dit, du soi-disant papelu. Quelle tricherie, quelle élection. Ils ne sont pas de peuple élu, pas plus que des poils de recul. Donc, il faut bien savoir, ces digressions... C'est un militaire, le dossier de Mirella, oui, c'est un militaire. Mirella est un dossier mondialiste. Il ne faut pas croire que ça touche la République française dans toute sa tricherie, mais sa tricherie est révélatrice du serviteur Nicolas Sarkozy de Najib Boksa, qui est le serviteur que du nouvel ordre mondial. D'ailleurs, lui, il ne parle que du nouvel ordre mondial. Reprenez tous ses discours, c'est le nouvel ordre mondial. Donc, elle est révélatrice du mal de cette dictature sioniste sur le monde entier. Ce n'est pas que la France. Donc, Mirella a fait un dossier magnifique qui non seulement bouleverse la République française, et c'est pour ça, le pays démocrate que nous sommes en savoir, nous la soutenons. Nous la soutenons non seulement sur le plan juridique, mais politique. Nous menons le même combat, que ce soit la Voix d'Afrique qui nous permet de parler et d'être entendu, c'est formidable, parce que en France, une telle interview ne pourrait pas exister ni sur TF1 qui est Bouygues, ni sur TF2, ni sur FR3, ni sur Poujada qui fait partie du club de siècle. Dans le siècle, on trouve qui? Michel Alliot-Marie, on trouve qui? Voilà, donc c'est impossible. Donc là, en France, pour que les Français puissent se réveiller, il faut supprimer le choc de plomb des médias restitués sionistes. C'est la priorité numéro 1. Et cette révolution peut se faire soit pacifiquement, juridiquement, comme le prévoit
sujet-là, ou, comme le prévoit le peuple de Mélenchon, par la force. Très bien. Alors, je voulais quand même faire une précision, hein, quand même. Vas-y. Parce que comme Frédéric a beaucoup parlé de son implication politique, il faut que les auditeurs sachent que SOS Justice est apolitique. Hein. Tout à fait. Donc, alors on m'a aussi traité de dire que j'étais contre Nicolas Sarkozy, que je lui en voulais, que ceci, que cela. Bon, écoutez, quand on est dans le droit, je crois qu'on connaît un petit peu le droit, on a l'exigence qu'il soit appliqué pour tout le monde. Mhm. Donc l'association SOS Justice, elle est l'état politique, hein. Mhm. Et en plus, j'ai toujours refusé de demander de quelconque subvention à qui que ce soit, parce que je ne prostitue pas l'association SOS Justice pour 100 € par an, hein, pour qu'on puisse venir me museler. Voilà. Donc, je suis en train de mener une action ici qui est bénévole, et nous nous sommes rapprochés avec Étoile Marquée, parce que je la connais depuis très longtemps, et puis, comment dirais-je, Frédéric Berger aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous des militants. Parce que, qu'est-ce que vous voulez faire? Des résistants, pas des militants. Des militants, des résistants, des révolutionnaires dans l'âme, voilà. Parce que c'est pas avec les moutons de français qu'on a endormi avec les médias traditionnels que nous pouvons mener ce genre de combat. Et autant dire aussi que je ne savais pas, quand j'ai lancé l'idée de boycotter le premier tour des élections, eh bien que Frédéric allait organiser son commando de 33 personnes, et puis et qu'elle allait aussi aller contester. Donc bon, chacun a des personnalités différentes, vous avez bien vu que chacun a son vécu. Bien sûr. Tout le monde a ses propres richesses, hein, intérieures. Mais tout le monde a le même objectif, c'est ça qui est intéressant. Mais tout le monde a le même objectif qui doit être commun, celui de sauver la France et de la soustraire à la colonisation étrangère. Hein. Tout à fait. Donc voilà, le fond de ce combat, il est celui-ci. Qui plus est, regardez aujourd'hui, hein, avec un président fantoche, hein, qui n'existe pas, qui a signé le traité liberticide de Lisbonne. Il n'y a pas que les Français qui sont intéressés pour poursuivre en justice. Il y a les Africains, mais avec le traité liberté, il y a les Syriens, il y a les Libyens, il y a plein de le Mali maintenant. Bon, parce qu'on va toujours faire ingérence chez les gens-là, l'Afghanistan aussi qui est touché, bref. Aujourd'hui, le combat, il est celui que, si nous réussissons à le faire tomber, ce cher monsieur, on va libérer le peuple européen aussi, parce qu'aujourd'hui, depuis qu'il nous a fait signer par la force, depuis qu'il a signé par la force le traité de Lisbonne, il n'y a pas que nous qui sommes entraînés dans la débâcle financière. Il y a tous les peuples européens qui payent. Regardez ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Grèce. Vous comprenez bien que le nouvel ordre mondial, de ces fameux Illuminati, hein, que j'appelle les reptiliens satanistes, eh bien, comment ils peuvent faire pour s'accaparer les pays? D'abord, ils ont utilisé la religion. Voilà, on a organisé les guerres de religion. Mais derrière les religions, il y a toujours eu les sectes secrètes, comme les francs-maçons. Hein? Alors, comment on fait pour s'accaparer un pays? Soit on l'endette, comme ils ont fait pour la France et l'Europe depuis la Révolution, puisque c'était leur objectif depuis la Révolution. Et puis, on le grignote petit à petit. Et puis, une fois que le pays est endetté, on dit aux soi-disant pantins, là, qui nous dirigent, oh, le gars, ici, tu vois combien tu as de dettes, là? Bon, alors maintenant, tu sais quoi? Puisque tu ne peux pas rembourser, alors on va mettre un tel à ta place. Il place les pions. Mm-hmm. Aujourd'hui, il ne faut pas croire. Nous sommes en guerre contre les États-Unis et Israël. C'est la guerre économique et financière. C'est pas parce qu'il ne nous tombe pas de bombes sur la figure que nous ne sommes pas en guerre. Oui, en fait, on va dire que les Américains, suivant le pays qu'ils attaquent, ils mettent aussi la forme de stratégie qu'il faut. Ils mettent la stratégie qu'il faut aux pays qui résistent à l'impérialisme. Mais comme ici, nous avons leurs agents qui sont au gouvernement, ils n'ont pas besoin de nous envoyer des bombes. Tout à fait. Ils sont les agents de la CIA et du Mossad qui font ce qu'il faut pour massacrer la France. Comprenez bien. Mm-hmm. Et l'autre moyen,
Quand les pays résistent, d'abord on les traite de dictateurs, et puis leurs dirigeants aussi. Et là, on y va à coup de bombes et à coup de stratégie militaire. Donc voilà comment. Et puis une fois ils se sont accaparés tous les pays, où ils ont mis tous les pions en place, à ce moment-là, ils vont nous imposer le nouvel ordre mondial. Mais il y a quand même une précision sur laquelle je voudrais quand même attirer l'attention des auditeurs et de nos amis là qui sont avec nous ce soir. Les gens attendent désespérément qu'on leur impose le nouvel ordre mondial. Mais vous ne croyez pas qu'on l'a déjà? Ben, moi je me demande qu'est-ce qu'on peut avoir de pire. Eh bien, je vais vous dire quel est le siège mondial moi, il y a 2 sièges que j'ai identifiés depuis que je travaille sur eux. Nous avons l'ONU. C'est vrai que c'est là où toutes les décisions pour aller attaquer un pays se prennent. Si vous passez pas par la case ONU, vous n'allez nulle part. Et la guerre en Europe a été organisée, la Deuxième Guerre mondiale, justement, parce que la première fois, ils sont venus en 14-18, ça n'a pas trop fonctionné. Après, on a endetté la France et puis on a obligé à rentrer dans les conventions de l'ONU en 1947 en janvier. Hein. Mais si vous lisez les accords passés par la France, tous ces gens-là ils bénéficient d'immunité, on ne sait pas à qui on a affaire. La meilleure des preuves, quand il y a eu le virus imaginaire de la grippe H1N1, vous aviez l'OMS, qui est une organisation satellitaire de l'ONU, qui imposait la vaccination obligatoire à 194 pays. Donc le siège du nouvel ordre mondial, on l'a déjà. Bien sûr. C'est l'ONU. L'autre siège, et je ne voudrais pas trop heurter la sensibilité des auditeurs, mais il est religieux, c'est le Vatican. Pourquoi? Parce que on nous a inventé des religions, bien sûr pour diviser les peuples. Hein? Mais vous entendez le pape là, qu'est-ce qu'il dit le pape? Il est pour un nouvel ordre mondial. Tout à fait. Je vous sortirai plein d'articles sur Benoît XVI qui fait que hurler et qui demande l'instauration du nouvel ordre mondial. Pourquoi? Pourquoi? D'ailleurs, posez-vous la question, puisqu'il y a 3 religions du libre, comment se fait-il qu'il n'y a qu'un représentant religieux au monde et qui bénéficie d'un tel statut privilégié, le pape? Pourquoi on n'a pas un représentant mondial de l'islam? Pourquoi on n'en a pas un pour le judaïsme? On n'en a pas. Pourquoi? Tout à fait. Et on pourra avoir le bouddhisme aussi, puisque c'est reconnu comme une religion. On pourra avoir un représentant des cultes ancestraux, puisqu'il y a plein de religions en fait dans le monde. Il n'y en a pas que 3. Voilà. Alors écoutez pourquoi. Parce que d'abord le Vatican, vous comprenez bien que dans les écrits dits sacrés, hein, qui nous ont bien organisés, ben dans la Bible, ils ont quand même repris l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est la Torah dépouillée de ce que les rabbins n'ont pas voulu qu'on y mette. Mais dans la mesure où on considère que l'Ancien Testament, c'est déjà la base de la croyance des chrétiens, ben c'est qu'on est complice avec les Juifs qui ont quand même demandé à assassiner Jésus. Mm-hmm. Donc on n'a plus besoin d'avoir un représentant du judaïsme. Comprenez? Mm-hmm. En revanche, vous avez l'islam qui croit au Christ, qui le reconnaît comme étant un prophète, et il n'y a pas quand même quelque chose d'antinomique entre les chrétiens qui ont cru que le Christ était le Fils de Dieu, et des personnes encore qui croient que le Messie va encore arriver. Ah, mais il y a le Parlement juif européen qui d'ailleurs prend des décisions avec donc l'Europe, avec les UE, qui attend que Messie. Donc il va être soit Ashkenaz, soit séparade. Bon alors, il n'y a pas quand même quelque chose qui vous heurte là? Comment ça se fait qu'il y a qu'un grand chef religieux au monde? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que si on regarde bien, parce que je me suis aussi penchée sur ça, l'Église catholique, elle a été créée 392 ans après le Christ. Mm-hmm. Est-ce que c'est le Christ? Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il venait dire à l'époque? Excusez-moi, Mirella. Vous m'entendez? Oui, on a été coupé. Allô? Oui, on a été coupé dès que vous avez voulu. Oui. Oui, je suis là. Oui. Moi, je vous entends, mais vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Voilà, on a été coupé dès que vous avez commencé à parler de 392 ans après Jésus-Christ. Donc, faudrait que vous reveniez en arrière. Donc, le catholicisme a été créé 392 ans après le Christ. Est-ce que c'est le Christ qui est revenu pour venir nous imposer la religion catholique qui a eu en plus le culot de s'appeler la religion universelle? Vous comprenez, comme le monde de l'honneur ne suffit pas, il faut aussi qu'il s'accapare l'univers. Hein? Donc, le judaïsme existait déjà, le christianisme s'est pas coquiné avec eux. En plus, on vous dit que le premier pape c'était Pierre, mais Pierre c'était un apôtre du Christ. Est-ce que Pierre était encore vivant 392 ans après le Christ? Non. Voilà. Donc, on nous a inventé les saints de la religion aussi. Hein? Donc, le judaïsme existait, après plusieurs schismes religieux, parce qu'il y a eu le protestantisme, l'orthodoxie, le machin, bon bref. Les chrétiens donc instaurent le catholicisme en 392 après le Christ, et l'islam est créé 642 ans après le Christ. Voilà. Alors, pour quelle raison on n'a pas de représentants légaux de toutes ces trois religions du livre, puisqu'on a la Bible, la Torah et le Coran. Peut-être que c'était déjà le nouvel ordre mondial. Et c'était déjà le nouvel ordre mondial. Parce qu'il fallait diviser les peuples pour se donner le prétexte des guerres de religion, pour aller envahir les pays. Et c'est comme ça qu'en colonisant petit à petit, on s'accapare les pays. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que tout... Attendez. Laissez-moi finir parce que je suis mon idée. Hein. Il faut savoir que le nouvel ordre mondial, c'est pas quelque chose qui est né hier. Hein. C'est pas une volonté des banquiers. Non, c'est une idéologie religieuse. Mais qui vient de qui? Religieuse qui remonte à Sumer. Hein? Et si vous voulez, on fera une autre émission pour savoir qui sont ces gens-là qui sont arrivés à Sumer. Tout à fait. Il y a quelques milliers d'années. Bref, cette idéologie, elle est née à Sumer. Et c'est quoi la base du nouvel ordre mondial? C'est l'unique religion mondiale. Parce que tout doit être unique, vous comprenez. On doit avoir un gouvernement unique, on doit avoir une banque mondiale, on doit avoir une armée mondiale, on doit être des moutons, hein. Eh bien, la base du nouvel ordre mondial, c'est le fait de nous instaurer au préalable l'unique religion mondiale, qui est la base même du nouvel ordre mondial, sans lequel le nouvel ordre mondial ne pourrait pas exister. Vous comprenez bien? Donc, quand on dit qu'est-ce que c'est le nouvel ordre mondial, on a les deux sièges qui sont l'ONU et le Vatican. Aujourd'hui, si demain il devait s'instaurer officiellement, parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que c'est vrai, hein, eh bien, il y aurait le siège de l'ONU qui serait déplacé en Israël, et puis c'est à partir de là-bas que le monde serait géré. Donc l'idéologie, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas musulmane, hein. Vous comprenez? Elle n'est même pas juive. Parce que les juifs, les pauvres, ils sont aussi les victimes de manipulations incessantes dont ils sont les victimes depuis des quelques milliers d'années. Donc le peuple juif se sert malheureusement de bouclier à toutes ces exactions par les juifs. Donc voilà. Alors que vous dire d'autre? Voilà contre quoi nous luttons, contre des personnes invisibles, parce que la franc-maçonnerie, elle revendique le secret. Et comment vous pouvez savoir qui est derrière tel et tel homme politique, tel ou tel personnage religieux? Comment vous pouvez le deviner? Et comment on explique pouvoir être dans une démocratie et une république transparente quand justement on revendique le secret dans la franc-maçonnerie? C'est comme ça qu'ils trompent le monde, hein? C'est très très intéressant. Il y a quasiment un cours de religion avec tout ce qu'il y a de négatif dans la religion et tout ce qu'il y a de positif dans la vérité. C'est impressionnant. On a Étoile et Fred qui nous ont quittés. Nous aussi, on est bientôt à la fin de l'émission, donc ça tombe bien. C'est dommage qu'ils aient pas pu nous dire au revoir. C'est pas grave. Ils se sont décrochés? Oui, parce que à mon avis, comme ils sont au bout de 1 heure,
ça coupe. Je pense que c'est à cause de ok. ça. Mirella, vous allez nous donner le mot de la fin et on va Eh essayer. bien, on continue le combat. Hein. Nous avons déjà mis on doit déjà donner des directives pour que les gens se préparent à aller contester avant le 6 mai et puis le 6 mai aussi contre les élections. Mhm. Et puis ma foi, il faut savoir. Allô? Oui, on est là. Oui, on a été censuré. Non, c'est le temps de parole qui est comme ça. On va attendre que Étoile C'est pas reprenne. grave. Ça y est, ça a coupé. Voilà. Mirella, vous êtes là? Voilà, donc je On a disais... été coupé ou circoncis? Non, on a été coupé. On a été coupé. Alors je disais, on approchait la fin de l'émission, donc Mirella était en train de faire une petite sortie pour la fin de... Je disais que le combat continue, mais il faut savoir une chose, c'est que, eh bien, il faut qu'on avance avec l'épée de Damoclès sur la tête en disant, ils vont nous flinguer, ils vont nous envoyer les flics, ils vont faire des représailles sur nos familles. Voilà comment on doit avancer en France, dans le pays de la dictature, vous comprenez? Mhm. Il ne faut pas les dénoncer, les pauvres, ce sont des saints hommes, vous comprenez ces gens-là. Alors bon, bien sûr on va continuer le combat. Et je compte encore sur Étoile et sur Frédéric Berger qui a vraiment fait un exploit la dernière fois et qui va sans doute aussi nous réserver encore quelques surprises. Quelques surprises dont on ne parlera pas aujourd'hui. On en parlera pour une autre émission. Mademoiselle Étoile, votre mot de la fin? Eh bien, je pense que le 6 mai, nous allons rebeloter pour nous opposer à l'élection, donc au bulletin du fameux virtuel Nicolas Sarkozy, que nous allons avoir des représailles, mais ça, nous sommes habitués depuis des décennies. Depuis que moi, ça fait 30 ans que je subis des représailles, donc ça ne me dérange pas, ils vont m'entraîner. D'accord, vous êtes habitué maintenant. Je suis entraîné, oui. Et anesthésié. Non, même pas. Non, pas anesthésie, pas du tout. Parce que je ne fais pas de bruit, mais tout de même, il y a l'ONU qui nous connaît. D'accord. Et donc, je me dis que le travail que je fais en silence, sans faire de bruit, porte ses fruits. D'accord. Merci beaucoup. Je tiens à vous dire que j'avais fait un rapport et qui a été bien lu et qui a permis de faire arrêter 57 francs-maçons qui faisaient des rituels sataniques en assassinant des gosses. On reviendra vers vous pour une prochaine émission. C'est intéressant. Monsieur Frédéric, votre mot pour la fin. Oui. D'abord, je vous remercie la Voix de l'Afrique, les auditrices et auditeurs de la Voix de l'Afrique, d'avoir eu la patience et le gentillesse de nous écouter. Je vous remercie. Quel est votre nom? Marcelin Quenom, pour vous servir. Je vous remercie, cher confrère. Vous êtes formidable, vous avez posé des questions merveilleuses, vous avez posé des vraies questions, cela honore le journalisme. Et en fait, cela honore cette presse qui n'existe plus en France, qui est une presse située au sionisme. Je remercie Étoile et surtout aussi notre chère Mirella. Il y a eu des révolutions dans l'Europe, depuis le Portugal, la révolution des capitaines, les révolutions oranges, les révolutions des fleurs, les révolutions de toutes les quantes. Il y aura en France, grâce à Mirella, la révolution juridique. Il y aura en Savoie, grâce à Fabrice Bonnard, avec le PLS pour la Savoie et Frédéric Berger pour Savoie indépendante, la révolution juridique. Ce sera un nouveau concept. Une révolution pacifique, mais juridique. En conclusion, je dirais, pour la Savoie, vive le roi, vive la Savoie. Monsieur Frédéric. Merci beaucoup, surtout à Radio Afrique, de nous donner l'opportunité de nous exprimer librement. Merci à vous, mais j'aime... Et surtout, mal aussi. Monsieur Frédéric. Aussi, mais je vous réserve une surprise avec un K colossal. D'accord. Mais, Monsieur Frédéric, j'aimerais que vous nous donniez un dernier renseignement avant de nous quitter.
Vous nous avez parlé tout à l'heure du site internet qui nous permettrait de voir où était situé le serveur de l'Élysée. Est-ce que vous pouvez le dire à tous les auditeurs? Comme ça, l'information sera diffusée, elle ne sera pas cachée. Oui, ben vous êtes très gentil. échodesmontagnes.blogspot.com. D'accord. échodesmontagnes.blogspot.com. Donc sur Par ce contre, site... tous les deux, par l'intermédiaire de Mérida, il faut qu'on reste en relation pour que je vous donne des dossiers qui vous permettent de... Il y aura pas de problème. Il y aura pas de problème. Il y aura pas de problème. Surtout la preuve de ce que j'ai dit. Tout à fait, tout à fait. Je rajouterai aussi autre chose. Ma maman, Fanny Nanny Schember, était ce qu'est Jean Moulin à la France. Elle était la chef des résistants allemands contre le nazisme. Personne ne parle, sionisme oblige, qu'il y a eu des résistants en Allemagne contre le nazisme. Pourquoi? Parce que les sionistes de Rothschild, via l'Amérique, ont détruit et bombardé et tué toutes les villes allemandes, sous prétexte que tout le peuple allemand suivait Hitler, ce qui était faux. Je suis le fils de la grande chef de la résistance allemande. Je vais vous donner une information parce que, secret pour secret, déjà juste une petite précision, Marcelin Quenom, correspondant de la France de la radio La Voix d'Afrique qui émet depuis les États-Unis, oui, est un journaliste amateur, donc pas un journaliste confirmé, mais qui tend à vouloir mettre en lumière ce que les journalistes confirmés refusent de faire. Ça, c'est la première information que je voudrais donner à tout le monde. Comme ça, la vérité reste dans la vérité. Mais la deuxième information, comme vous êtes petit-fils d'une résistante, d'une ancienne résistante, le fils d'une résistante qui s'est battue contre, la chef de la résistance qui s'est battue contre le nazisme, moi je suis l'arrière-petit-fils de la chef de la première armée féminine au monde qui s'appelait les Amazones, qui était l'armée du roi Béhanzin. Cette chef de l'armée des femmes Amazones s'appelait Quenom. Mon arrière-arrière-grand-mère était cette chef-là. Donc, comme quoi dans l'histoire, il n'y a jamais de hasard. Exactement. Et donc les Amazones reviennent d'un vieux pays du fin fond de la Russie, si j'ai bonne mémoire, au sud de la Russie. Non, les Amazones viennent... Non, vous allez être surpris. La première armée féminine est née du roi Béhanzin, et le roi Béhanzin est un roi du Bénin qui était le roi du Dahomey. Oui, dans ce sens-là, oui, bravo. Qui était le roi du Dahomey, exactement. C'était anciennement le royaume du Dahomey. Oui. Voilà. Bravo. Donc les Amazones sont nées dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, sous l'ordre du roi du Dahomey qui a été déporté en Martinique parce que il voulait défendre sa nation, il ne voulait laisser aucun centimètre carré à l'armée coloniale française et il a été trompé par le général de l'époque qui était censé l'emmener vers le roi de France et qui, au lieu de l'emmener en France, l'a déporté en Martinique et il a été enterré en Algérie parce que c'était son souhait de mourir en Afrique et il y a quelques années que son corps a retrouvé son royaume à Abomey. Donc c'était une précision pour aller dans le sens des personnes que nous avons accueillies aujourd'hui. Je remercie Madame Carbonato, Madame Étoile et Monsieur Frédéric de nous avoir consacré 2 heures de leur temps pour nous donner toutes ces précisions et pour nous dire l'acte de résistance qu'ils ont mis en place le 22 avril 2012 contre la présentation aux élections présidentielles de Monsieur Nicolas Sarkozy, de son vrai nom, Nicolas Sarkozy de Naji Boxar. Je vous remercie beaucoup. La Voix d'Afrique vous remercie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et bonne soirée à tous. N'oublions pas une chose. Allez-y. La Première Guerre mondiale a été déclenchée parce qu'un nazi a assassiné le roi d'Autriche-Hongrie. Voilà. À bon entendeur. Et c'est l'ancêtre de Naji Boxar, le Hongrois. Ouh. Il y a des choses encore à dire. On va pas tout dire aujourd'hui parce que ce serait dommage. On reviendra vers vous. Je vous le promets.
après le 6 mai, on remettra le couvert. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tous les auditeurs et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci pour votre accueil. Au revoir.